Aujourd'hui, Godard est mort. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Mais moi, je connais des gens dont le vœu a été exaucé. Parce qu'il est temps de le faire piquer. Je veux dire, c'est une catastrophe. Je veux dire, à ce niveau-là, il faut... Ouais, injection létale, ouais. Mais vous le savez, moi c'était pas du tout mon souhait, car Jean-Luc Godard est mon réalisateur préféré. Sans Jean-Luc, je ne serais sans doute pas le quart du connard que je suis aujourd'hui. Voilà, je lui dois à peu près tout. Mais comme vous avez pu l'apprendre, Jean-Luc Godard a décidé à 91 ans de recourir au suicide assisté pour mettre fin à ses jours. Il était extrêmement fatigué. Mais qui dit partir à 91 ans, dit aussi laisser derrière soi une œuvre assez conséquente. Le mec a fait plus de 70 longs métrages, une quarantaine de courts métrages, étalé sur une soixantaine d'années avec différentes périodes très différentes les unes des autres. Il a été critique également de cinéma, il a également fait plein d'apparitions à la télévision, il a également donné plein d'interviews. Vous vous doutez bien que c'est quasiment impossible de résumer tout ça dans une vidéo qui soit digeste. Donc j'ai décidé, en toute humilité, de vous raconter comment est-ce que Jean-Luc Godard est devenu mon réalisateur préféré. Ce qui me permettra de montrer son importance dans l'évolution de ma cinéphilie, mais également de casser les a priori qu'on peut avoir sur Godard. Parce qu'en fait, Godard, tout le monde a un avis sur lui, tout le monde a un avis sur sa personne, tout le monde a un avis sur son cinéma sans forcément le connaître. Combien de gens détestent Godard sans même avoir vu un seul de ses films? Et pourtant, ils ont des avis très tranchés. Et donc moi, le premier film que j'ai vu de Godard, je devais avoir 19 ans et demi, voilà, comme les enfants. C'était en 2009, et mes goûts cinématographiques à l'époque ressemblaient un peu à ça. Ouais, j'ai déterré un de mes tops de films de l'époque, autant vous dire que maintenant, j'ai un peu honte. Mais en gros, on voit que j'adorais Kubrick, voilà. Et que sans doute j'aurais coché toutes les cases de mon bingo. Et donc le premier film de Godard que j'ai vu à l'époque c'était À bout de souffle, et je regardais ça juste pour voir à quoi ça ressemblait. On entendait partout parler de Godard, je voulais voir la tête que ça avait. J'ai été curieux, curiosité qui fait parfois défaut à certains. Et forcément, dans le jeune cinéphile que j'étais, il y a eu plusieurs moments qui m'ont marqué. Notamment dans la liberté de ton, dans les dialogues, dans les citations. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Monsieur Arisco. Devenir immortel. Et puis, mourir. Donc j'avais trouvé ça bien, j'avais pris du plaisir à voir ce film, j'ai vu des choses nouvelles, mais je me suis pas dit « Oh tiens, je vais faire de Godard mon réalisateur préféré, je vais me jeter sur le reste de sa filmographie ». Ça c'est venu un peu après. Et ça c'est venu un peu après, parce qu'en fait on avait un modérateur sur le forum cinéma de jeuxvideo.com qui détestait fondamentalement Godard. Je pense qu'il était étudiant en fac de cinéma, et qu'il avait dû bouffer du Godard, il avait dû étudier le mépris en long, en large et en travers, et ça l'avait saoulé. Bref, il n'aimait vraiment pas son cinéma, mais il disait « Ouais, bon, quand même, Pierrot le Fou, c'est sympa ». Donc quand t'as un mec qui déteste absolument un réalisateur, je me souviens qu'à l'époque, il le trouvait déjà sexiste. Non, le Mexique, je me méfie. Je suis sûr que c'est pas tellement beau. Les gens sont tellement menteurs. C'est comme Stockholm. Tous ceux qui en reviennent disent « Les Suédois sont formidables, je m'en suis envoyé 3 par jour, vas-y ». Moi, j'y suis allé. C'est faux. D'abord, les Suédoises sont très différentes de ce qu'elles sont à Paris, et puis elles sont en général aussi moches que les Parisiennes. Mais non, les Suédoises, elles sont très jolies. Non, non, c'est une légende. Une ou deux, oui, d'accord. Exactement comme à Paris ou à Londres, mais pas toutes. Non, les seules villes où toutes les filles qu'on croise dans la rue sont assez jolies, pas sublimes, d'accord. Mais comme toi, charmantes. Des filles à qui on peut mettre, je sais pas moi, 15 sur 20, parce qu'elles ont toutes quelque chose. C'est ni Rome, ni Paris, ni Rio de Janeiro, c'est Lausanne et Genève. Qui te dit « Ouais, mais quand même, Pierrot le Fou, ça vaut le coup ». Et ben moi, forcément, j'étais jeune, j'étais insouciant, j'étais intrigué. Et je me suis jeté dans Pierrot le Fou. Et là, pour utiliser un gros mot, c'était fun. C'était un film qui était absolument fun et jouissif à regarder. Parce qu'il faut bien resituer le contexte. J'étais fan de Kubrick, j'étais fan de Miyazaki, j'étais fan de Coppola, j'étais fan de Scorsese. Et là, tout à coup, je suis face à une œuvre d'une liberté folle. Je suis face à une œuvre où il y a 50 idées de cinéma à la minute. Je suis face à une œuvre qui se permet toutes les audaces. Qu'elle soit scénaristique, qu'elle soit visuelle. On peut même pas aller jusqu'en Italie. Il y a qu'à s'arrêter n'importe où. Il y aura qu'à s'arrêter n'importe où. Mais qu'est-ce qu'on fera toute la journée? Non, il faut d'abord trouver mon frère. Il lui gagnera plein de fric. Et ensuite, on se trouvera un chouette hôtel chic et on ricanera. Vous voyez, elle pense qu'à rigoler. À qui tu parles? Le spectateur. Et tout à coup, face à une telle liberté, tout le reste du cinéma semble profondément banal.
En fait, voir Pierrot le Fou à même pas 20 ans a été pour moi totalement libérateur. Je me suis bien rendu compte que, en fait, ce que j'aimais et ce que je regardais, en fait, finalement, c'était qu'une infime partie de ce qui était possible avec le cinéma. On peut faire 1000 fois plus de choses avec le cinéma que ce que les gens ils aiment d'habitude. Pierrot le Fou, ça arrive à être tour à tour drôle, tragique, horripilant, délicieux, poétique. Il y a tout dans Pierrot le Fou. Et c'est sans doute le film de Godard dans lequel il y a plus de moments cultes, il y a des moments qui sont repris, que vous avez peut-être même vu, même si vous n'avez jamais vu un de ses films en entier. Comme ce fameux moment où Anna Karina fait des allers-retours sur la plage pendant que Belmondo est en train d'écrire, et qu'elle dit « Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. » Non, j'écris. Et là, c'est le moment de revenir sur le scepticisme de Godard. Mais quel homme n'a jamais été dans cette situation-là? Quel homme n'a jamais été là, en pleine folie créatrice, avec une femme comme ça qui tente de nous brider? Oui, monsieur. Parce que oui, elle nous bride. Bon, je plaisante à moitié parce que Godard, c'est quand même un réalisateur. On va dire qu'à chaque campagne, il a fait un style de cinéma différent. Il faisait pas les mêmes films quand il était avec Anna Karina que lorsqu'il était avec Anne Wiazemski, je suis pas sûr de prononcer comme il faut, ou bien lorsqu'il est avec Anne-Marie Miéville. Et petit aparté sur la misogynie, y a-t-il quelque chose qui représente plus les relations hommes-femmes que le film Le Mépris? Dans le Mépris, c'est Brigitte Bardot qui va se mettre à mépriser son mari, joué par Michel Piccoli. Michel Piccoli laisse sa femme monter dans la voiture avec un autre, et là on commence à sentir qu'il se passe un truc dans le regard de Bardot, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'elle se dit mais... quelque chose qu'elle ne va pas réussir à pardonner. Non, allez-y, je prends un taxi. Écoute, ce serait plus simple qu'ils partent devant et qu'on prenne tous les deux un taxi. Come on, let's go. Décidez-vous. Bon, allez, vas-y. Vas-y, allez, mets-toi tout de suite. Et pour revenir à Pierrot le Fou, il faut bien dire que le visage d'Anna Karina dans ce film, c'est quelque chose qui a marqué profondément ma cinéphilie. Ce qui fait que quand je vois un visage qui ressemble à peu près, par exemple à tout hasard Vima Laponce dans La fille du 14 juillet, je tombe instantanément amoureux. Voilà, j'éprouve l'amour. Alors oui, je vais pas le cacher, Pierrot le Fou c'est un film qui est singulier, il peut peut-être horripiler certaines personnes, mais il peut horripiler des gens parce que tout simplement il n'est pas fade, on ressent quelque chose, c'est pas quelque chose qui est normé. C'est-à-dire que tu peux regarder un film de Scorsese ou un film de Coppola, il y aura très peu de gens qui vont te dire, qui vont ressortir du film en disant « Ah putain, ça m'a ulcéré, ça m'a énervé », à part peut-être quelques prudes, parce que anecdote réelle, quand je suis allé voir Les Infiltrés, le film de Scorsese, avec un ami au cinéma, il y avait les mecs à côté de nous qui sont sortis de la salle en disant « Oh, beaucoup trop de vulgarité, oh, beaucoup trop de vulgarité ». Bon, à part quelques grenouilles de bénitier, normalement, tu regardes un film de Scorsese, tout le monde peut apprécier. Personne ne ressort des Affranchis ou bien de Casino en étant ulcéré. Quoique j'ai pas vu La dernière tentation du Christ, à ce qui paraît, certaines personnes ont été choquées. Et je suis pas en train de dire que Scorsese c'est pas bien, ce que je suis en train de dire c'est que la proposition de Godard va plus loin, qu'il ose briser des conventions, qu'il ose briser des normes, qu'il ose ne pas être totalement appréciable par tous. Il ose tout simplement proposer autre chose, qui soit peut-être moins convenu. Parce que quand tu regardes un film de Godard, tu vas plonger dans un film avec des nouvelles idées de cinéma, et tu vas être limite assommé par la quantité de réflexion, par la quantité d'idées visuelles et par la quantité de références que Godard va t'apporter. Et ça, il faut être prêt à l'accepter. Et c'est pour ça que je dis que c'est fun, que je regarde ça comme je regarderais un film d'action, une bonne comédie. En fait, je viens pour jouir. Et c'est pour ça que je dis que Godard, c'est avant tout fun, que c'est avant tout jouissif. Parce qu'en fait, toutes ces séquences, où en fait, tu vas avoir des réflexions, tu vas avoir des références sur quelque chose, en fait, c'est juste jubilatoire à regarder. Il y a une véritable jouissance à regarder ça. C'est comme en fait si vous regardez un film de Scorsese et que vous regardez Raging Bull et que vous voyez De Niro comme ça jouer You fuck my wife, etc. Ou bien dans Taxi Driver, You Talking to Me. Voilà des scènes qui ont été caricaturées 150 000 fois, que tout le monde a adoré la première fois qu'il l'a vu. Et ben en fait, je trouvais qu'il y avait la même jouissance chez Godard du sens de la formule, mais qu'en plus il y avait une profonde réflexion qui te plongeait dans un, dans un océan de perplexité, dans un océan de qu'est-ce que je suis en train de regarder là, mais est-ce que... Et c'est un réel plaisir parce qu'en fait, tu te poses la question, tu te mets à réfléchir et pam, 30 secondes après, tu as une autre idée, tu as une autre réflexion qui est apportée. Ce qui fait qu'il y a un réel côté ludique au cinéma de Godard, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas t'arrêter pendant 15 minutes sur une phrase comme ça, la penser, la repenser en boucle, etc. Non, en fait, c'est que après, il passe à autre chose et boum, 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 il va te mettre une petite musique, une petite séquence, une petite phrase, une petite référence et tu vas penser à autre chose et en fait, tu vas
comment dire, pris dans un océan en fait d'idées. Et sans arrêt elles sont renouvelées, sans arrêt il y a quelque chose d'autre, et sans arrêt t'es comme ça avec les yeux ébahis devant ce que tu regardes. Et en fait ça a peut-être limite un côté épuisant quand tu regardes un film de Godard, c'est qu'il y a tellement d'idées, t'as jamais le temps de t'ennuyer. Et je sais que l'utilisation des références chez Godard peut poser problème à certains, parce que je me souviens quand je commençais à aimer vraiment le cinéma de Godard, on me disait non mais est-ce que tu comprends que quand tu regardes un Godard tu rates les 3/4 des références? Et en fait je vais me dire oui, je suis parfaitement conscient que lorsque je regarde un film de Godard, je ne comprends pas tout. Et c'est pas grave. Par exemple, lorsque j'ai vu Pierrot le Fou, j'avais pas encore lu Céline, j'avais pas encore lu Rimbaud, j'avais pas encore lu Balzac, j'avais même pas forcément identifié toutes les références à ces œuvres-là. Marianne Renoir. J'étais passé à côté sans les comprendre, mais ça change rien que j'ai adoré le film, que j'ai adoré sa liberté de ton, que j'ai adoré ce qu'il proposait. Ce qui est bien chez Godard et qui ne marche pas forcément chez d'autres réalisateurs, c'est qu'en fait si tu captes pas la référence, tu peux quand même apprécier la scène. Tout comme par exemple si vous regardez Casino de Scorsese, pour reprendre un Scorsese, à un moment donné il met le thème de Camille, le thème du mépris. Mais si toi tu regardes Casino et t'as pas reconnu que c'était en fait une référence au mépris de Godard, t'apprécies quand même le film Casino, tu te dis pas oh mince il m'a manqué un truc et tout. Et c'est pareil chez Godard. C'est-à-dire que j'avais vu le film Nouvelle Vague avec Alain Delon, donc de Godard, qui est pas mon film de Godard préféré, mais il y avait une scène que je trouvais géniale, en fait un gag récurrent dans le film, où en fait t'as un mec qui va demander est-ce que t'es déjà fait piquer par une abeille morte. Il le répète je sais pas plusieurs fois dans le film, puis à un moment donné à la fin Delon il s'énerve, il dit mais oui c'est possible de se faire piquer par une abeille morte, voilà elle est comme ça, elle a le dard à l'air, hop tu marches dessus, hop c'est bon, t'es piqué par une abeille morte. Je le fais très bien, j'imite très bien Alain Delon. C'est un souvenir de mémoire d'il y a 10 ans que je suis en train de vous faire. Est-ce que vous avez déjà été piqué par une abeille morte? Et vous? Ouais. Parce que si vous marchez pieds nus, Elle vous pique comme si elle était vivante. mais à la condition... Qu'elle soit morte, très en colère. Ouais. Et si j'ai pas adoré le film, je trouvais cette phrase quand même extrêmement drôle et extrêmement marquante. Et un jour, j'ai vu un film d'Howard Hawks qui s'appelle Le port de l'angoisse, il me semble que c'est celui-là, dans lequel on a cette scène. Est-ce que je peux vous poser une question? D'abord, j'aimerais vous rappeler que non seulement je paye la bière, mais qu'en plus je paye la consigne des Vous bouteilles. avez déjà été piqué par une abeille? Quoi? Une abeille morte. Je n'ai jamais été piqué par aucune bête. C'est sûr? C'est vous qui êtes piqué. Oui, c'est ça. Et là, moi, vous savez, le même à DiCaprio. Moi j'étais pareil, putain, j'ai la ref, j'ai compris d'où ça vient. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave de pas avoir la référence, de pas l'avoir tout de suite. Peut-être que tu la découvriras plus tard et tu comprendras plus tard et du coup tu feras putain, mais oui. Ça n'empêche absolument pas d'apprécier le film. Et pour prendre un exemple que j'ai déjà pu traiter, dans le court-métrage Je vous salue Sarajevo, qui est peut-être l'un de ses meilleurs courts-métrages, l'un de ses meilleurs films peut-être même tout court, le texte qui est lu par Godard, si on regarde le film, on sait pas que c'est du texte de Bernanos, qu'il y a du Louis Aragon dedans. Et ça, t'es pas censé savoir pour trouver ça absolument formidable. Et en fait, c'est après, en lisant un texte de Bernanos, il me semble que c'est le dialogue des Carmélites, où tu te dis, mais en fait, j'ai déjà lu ça, je connais ça, et tu te fais, putain, mais oui, c'est Godard. Et là, en fait, tu comprends que Godard, ce qu'il fait, c'est du collage. Godard, son cinéma, c'est un art du collage. C'est pour ça qu'en fait, il aime tellement le montage. Son but à lui, c'est de prendre des bouts de films, des bouts d'œuvres littéraires, des bouts d'œuvres musicales, et de faire quelque chose de nouveau avec, de faire de la poésie. Godard est, je pense, l'un des plus grands poètes qui soit. Il fait de la poésie avec en fait les matériaux qu'il a à disposition autour de lui. Il se sert de toutes ces références et de l'outil cinématographique qui est le montage, un peu ce qui caractérise vraiment le cinéma, peut-être comparé au théâtre ou à d'autres arts du spectacle, le montage, pour faire quelque chose d'autre, pour créer de la poésie, pour créer un sens nouveau. Et là tu comprends pourquoi s'il est un peu contre toutes les lois sur le piratage, sur Adopi, etc. Parce qu'en fait lui il s'en fout, lui, ce film-là, je vais mettre un extrait. Ce film-là, un extrait. Cette musique, je la prends. Et du coup, vu qu'il y a un sens nouveau qui est créé, quand tu regardes Pierrot le Fou, pour trouver admirable ces transitions où ça fait... Chapitre 8. Une saison en enfer. Chapitre 8. Nous traversâmes la France. T'es pas obligé d'avoir lu Une saison en enfer de Rimbaud pour trouver ça beau. Tout comme à l'époque, j'avais pas lu Rimbaud et je trouvais ça formidable. J'ai scotché dans mon siège, je disais oui Jean-Luc, oui. Un peu comme un bandeur de Mélenchon. Et surtout en utilisant toutes ces références, en les remixant, en les réemployant, en faisant du sampling, monsieur, du sampling. Qui peut s'asseoir à la table de Godard et dire « Je donne plus envie de lire et de découvrir de nouvelles œuvres que toi ». Godard met parfois tellement bien en valeur certains textes que t'as juste envie de le lire après par toi-même. Et je pense à cette scène dans Alphaville, où on va lire Capitale de la douleur de Paul Éluard. Vous avez entendu parler de ce livre? Capitale de la douleur. Non. Il y a des mots soulignés. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Mais cet écho qui roule tout le long du jour,
Cet écho hors du temps, d'angoisse ou de caresse. Sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience. Après j'ai lu Paul Éluard et bon, je suis un peu plus mitigé, mais la scène dans le film elle est sublime. Et comme je le disais, donc Godard a cette capacité à te mettre des idées partout, tout le temps, des références, des choses, et en fait tu sais plus où donner de la tête, et ouais vraiment parfois tu sors de certains de ces films complètement lessivés. Et je me souviens à une époque je regardais ces films et je prenais des notes, mais à un moment donné j'arrêtais parce que j'avais pas le temps de noter, j'appréciais plus le film que j'étais en train de voir. Parce qu'en fait il y avait des idées tout le temps, et puis à un moment donné, tu peux pas noter tout le temps, ça n'a pas d'intérêt. Et donc il faut imaginer, pour le jeune cinéphile que j'étais, le choc culturel que c'était d'accéder tout de suite comme ça à toutes ces références, à toutes ces envies de lecture, toutes ces envies de voir d'autres films, toutes ces réflexions qui étaient abordées. Et là je peux pas résister à l'envie de vous montrer cette scène du Petit Soldat, qui est pour moi l'un des meilleurs films de Godard. Il y a une phrase très très belle. De qui est-elle? Je crois qu'elle est de Lénine. L'éthique, c'est l'esthétique de l'avenir. Je trouve cette phrase très belle et très émouvante aussi. Elle réconcilie la droite et la gauche. À quoi pensent les gens de droite et de gauche? Aujourd'hui, la révolution, pourquoi faire? Dès qu'un gouvernement réactionnaire arrive au pouvoir, il applique une politique de gauche. Et le contraire. Moi, je gagne ou je perds, mais je combats seul. Vers 1930, les jeunes gens avaient la révolution. Par exemple, Malraux, Dreyeux-La Rochelle, Aragon. Nous n'avons plus rien. Ils avaient la guerre d'Espagne. Nous n'avons même pas une guerre à nous. Et pour l'anecdote, c'est plutôt marrant, c'est que le film Petit Soldat n'était pas très aimé à l'époque, parce que déjà, il parle de la guerre d'Algérie, et donc du coup, parfois, à gauche, la seule évocation de la guerre d'Algérie, d'avoir un héros qui a fait la guerre d'Algérie, c'était pas très bien vu. Et puis de l'autre, bon, quand même, ce héros, en fait, c'est un déserteur. Et la droite était là comme ça, comment ça, le héros du film, c'est un déserteur, et donc le film a été vraiment attaqué de partout. Godard, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de mettre les pieds dans le plat, qu'on soit d'accord finalement ou pas, Et même dans ces moins bons films, parce que vous doutez bien, lorsque tu fais plus de 70 films, tu vas avoir quelques films qui sont peut-être un peu moins appréciables, un peu moins bien, peut-être un peu moins inspirés. Il y a toujours des choses qui simplement valent le coup d'être vues. Et ce qui fait que tous les films de Godard que j'ai vus valent le coup, même ceux que j'aime le moins. Parce que oui, il faut savoir, seul élément que je vais donner vraiment de la vie de Godard, à un moment donné, il a décidé d'arrêter le cinéma commercial, il a dit « Oh, le cinéma commercial, c'est de la merde, je vais fonder un groupe », ils appelaient ça le groupe Dziga Vertov. D'ailleurs, il a fini le cinéma commercial avec ce plan-là, dans le film Weekend, je trouve ça juste génial, j'adore ce plan. Et donc avec le groupe Dziga Vertov, en 69, il va tourner un film qui s'appelle Vent d'Est, c'est censé être une sorte de western avec Daniel Cohn-Bendit, rigole pas. Et même si le film est signé du nom du collectif, ça déborde d'idées, peut-être même trop d'ailleurs. Ce qui en fait pour moi l'un des objets filmiques les plus hallucinants que j'ai vus de ma vie. Poser la question pourquoi, c'est aussi poser la question contre quoi. Vous êtes anti-stalinien, mais vous fabriquez des images staliniennes. Posez réellement cette question. Dans ce qui a été fait, aspect positif, avoir montré qu'une image n'est rien, qu'il n'y a pas d'image en soi, qu'il n'y a pas d'image au-dessus de la lutte de classe, l'avoir montré avec une image de Staline. Aspect négatif, n'avoir pas trouvé d'image juste, c'est-à-dire nécessaire et suffisante. Staline et Mao recherchés pour meurtre par le capital étaient une image de répression nécessaire mais non suffisante. Il faut lui ajouter d'autres images de répression, les seules que nous sachions faire actuellement. Les laboratoires Humphreys Limited refuse de développer les plans des dockers en grève tournés par les grévistes eux-mêmes. Et en fait, là, on se rend compte d'un truc. C'est qu'en fait, normalement, les jeunes cinéastes, ils ont plein d'idées, plein d'ambitions. On pourrait dire que c'était ça, voilà, la nouvelle vague, c'est des jeunes cinéastes français comme ça qui veulent un peu révolutionner le cinéma, qui ont des nouvelles conventions. Mais en fait, c'est ce que reprochait Godard à ses congénères, c'est que tous les autres, en fait, finalement, se sont assagis. Ils se sont dit, oui, bon, voilà. Mais Godard, lui, il n'a pas fait ça. Godard, lui, s'est radicalisé. Il s'est radicalisé jusqu'à la fin de sa vie. Son cinéma est bien plus radical lorsqu'il a, quasiment 90 ans et qu'il fait le livre d'images, que lorsqu'il en a la trentaine et qu'il fait à bout de souffle. Et là, en fait, moi je comprends pourquoi est-ce que Godard, finalement, il s'en prend un peu à Truffaut, pourquoi il s'en prend à Chabrol, pourquoi il s'en prend finalement aux autres, parce qu'en fait, lui, il se sent trahi, il lui dit, voilà, on doit faire autre chose, et vous mettez à refaire, en fait,
les films qu'on avait dit qu'on ferait pas. Parce que autant moi je peux aimer certains films de Truffaut, et notamment j'aime beaucoup Le Dernier Métro, mais quand tu fais Le Dernier Métro, tu peux pas dire que tu es face à une révolution cinématographique, que tu es face à quelque chose de complètement différent par rapport à ce qui se faisait avant. C'est pas ça. Et donc on pourra difficilement enlever à Godard le fait qu'il ait osé aller aussi loin que possible dans ses idées esthétiques, dans ses propositions de nouveau cinéma. Et cette absence de compromis, c'est ce que beaucoup vont lui reprocher. En tout cas, je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes dans ces films que parfois, lorsque je prends un de ces films et que je veux regarder un peu à droite à gauche pour mettre un extrait dans une vidéo, je me retrouve bien souvent à regarder, 15 minutes, me dire « Ah ouais, putain, c'est bien », et puis de rester comme ça, happé devant mon écran, à me dire « Putain, ouais, c'est vrai, il y a une bonne idée là, il y a une bonne idée, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Oh, il y a ça aussi que je pourrais mettre ». Absorbé devant le flux d'images et de sons. Et donc, quelques mois après avoir vu Pierrot le Fou, il me semble que le 3e film de Godard que j'ai vu, c'est Détective avec Johnny Hallyday. Et ouais, Johnny a tourné pour Jean-Luc Godard. C'est magnifique ça, non? Et là, en fait, dans le film, j'étais, vraiment décontenancé quand j'ai vu ça. Mais en même temps, j'ai trouvé ça bien, c'était pas chiant, il y avait des idées, des réflexions, et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et c'est un film qui m'a quand même pas mal hanté, notamment à cause de cette scène-là. Bonjour. Bonsoir, c'est tout ce que j'ai trouvé. La trahison ouvre les yeux et prépare son coup. Si de la vie, gardez le goût, secouez votre sommeil et prenez garde à vous. Éveillez-vous, éveillez-vous. Antonio, brusquons-donc toute la chose. Pourquoi ça s'appelle X, les films pornographiques? Justement. L'inconnu. Faut bien comprendre que lorsque je vois ça, mon cerveau il fond, il se dit mais attends, mais oui, mais c'est évident, ça n'a aucun sens, mais c'est l'évidence même. Et là, au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre qu'on peut ne rien comprendre à un film et l'apprécier quand même. Parce qu'en fait, Godard, on a de moins en moins quelque chose à foutre de raconter une histoire, d'avoir un scénario classique, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses collages, c'est de faire ressentir quelque chose avec sa poésie. Et plus il va s'adonner à ses collages, plus je vais préférer son cinéma. Ça veut pas dire que je rejette son cinéma, partie Nouvelle Vague avec Anna Karina, etc. Je trouve ça très bien aussi. C'est juste qu'en fait, entre le choix de revoir Pierrot le Fou ou de revoir Éloge de l'amour, je vais revoir Éloge de l'amour. Et c'est là que toutes les petites saillies, les petites phrases, les petites répliques, les petites remarques que peut sortir Godard à l'encontre d'un Scorsese, d'un Peckinpah ou d'un Kubrick, en fait, ont leur sens. Je me souviens, il me semble que c'est dans le film Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard, qui n'est pas un film de lui, mais qui est un film sur lui, où en fait il doit faire une exposition, il travaille une exposition qui n'a jamais vu le jour, et puis à un moment donné, il est là comme ça, fier de lui, en train de se dire « Oui, non mais, vous voyez, Scorsese, il n'aurait jamais pu faire ça. » Mais c'est vrai. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'en fait, il est l'un des seuls à pouvoir penser en dehors du moule, à pouvoir proposer totalement autre chose, à proposer quelque chose qui soit moins calibré. Le cinéma avec Godard est un monde nouveau à explorer. Il défriche plein de nouveaux horizons. Il ose et il est capable de proposer quelque chose de radicalement différent. Et donc finalement, plus il va se radicaliser dans sa démarche esthétique, et plus moi je vais être là en train de me dire, mais oui, mais putain, on peut faire ça avec le cinéma. Alors ça veut pas dire, comme dit encore une fois, que je n'aime pas sa période Nouvelle Vague. Il y a des moments de bravoure qui sont juste géniaux. J'ai envie de montrer cet extrait d'une femme est une femme, qui est peut-être l'un de ses films les plus accessibles. C'est une comédie romantique, dont voici la fin. Ouf. On a eu chaud. Pourquoi tu fais quoi? Parce que, Angela, tu es infâme. Moi? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme. Il y a ce passage dans Une femme mariée. T'as honte de te faire voir avec moi? Non, pourquoi, Robert? Alors, redresse-toi. Je suis très bien comme ça. Et puis c'est la position idéale du spectateur de cinéma. Déjà à l'époque, les gens s'asseyaient n'importe comment au cinéma. Et puis pour le plaisir des yeux, je vous montre d'où vient ma photo de profil, masculin-féminin. Ça doit faire un drôle d'effet de s'envoyer 50 types par jour. Parce que je crois que tout le monde est capté. Oh, pas 50. 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Oh non, dans les quartiers pauvres, le samedi et le dimanche, 110 ou 111 même. Alors qui est coupable?
De quoi tu ris tout seul? La séquence 35, c'est pas réussi. Justement, c'est que je ris tout seul qui me fait rire. Elle ressemble vachement à Brigitte Bardot, celle-là, tu trouves pas? Non, d'ailleurs, justement, je l'ai marqué, là, je l'ai corné. Bien, tu vois, moi, je crois que c'est pas réussi parce que tu vas pas assez vite. D'ailleurs, c'est marqué vite. Vaut-il à marquer? Et rien que pour ces morceaux de bravoure, tous ces films méritent d'être vus. Par exemple, tout le monde a déjà vu cette scène de Vivre sa vie où Anna Karina pleure devant un film de Dreyer. Film qui m'a poussé ensuite à dévorer la filmographie de Dreyer et à être ému, monsieur, de la même manière qu'Anna Karina a été émue. Et finalement, ce sont ces petites phrases que Godard peut sortir, comme lorsque par exemple il a dit sur Kubrick que c'était quelqu'un qui copiait froidement les travelling de Max Ophuls, que j'ai réussi à me détacher un peu de ce cinéma américain, avec ces mêmes références, à me pousser à voir les films de Max Ophuls et de me rendre compte que Max Ophuls est un génie, que ça soit Lola Montes, Madame 2, Lettre d'une inconnue, ou bien mon préféré peut-être La Ronde. D'ailleurs, Ophuls, c'est un réalisateur qui arrive à rendre les escaliers érotiques. Hein, voilà. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Vous pouvez voir n'importe quel film de Max Ophuls, quasiment à chaque fois il y a un escalier qui est montré comme un objet de désir. Et donc sans la découverte de Godard et de son cinéma, je serais sans doute resté un bandeur de cinéma américain pendant une éternité. J'en serais peut-être jamais sorti, peut-être je serais encore là, parmi vous, à trouver que les films de Nolan, quand même, c'est extraordinaire. Oh là là, quelle audace, il y a une idée une fois dans le film. Oh là là, vraiment applaudissons. Oh, le pipi, c'est tellement supérieur au caca. Voilà l'image de l'égalité. Une fonction, une position. Un instant qui appartient à tout le monde dans le temps et dans l'espace. Le seul, le b.a.-ba de l'égalité. Parce que la pensée de chacun dans cette situation donnée, la pensée retrouve sa place dans le caca. Eh bien oui, vous êtes jeune. Vous êtes dans votre beauté, dans votre force. Essayez donc. Moi je vais mourir. Adieu. Et donc au fur et à mesure que je grandis, que je mûris, en regardant des films de Godard, j'arrive à apprécier ces films de plus en plus récents, ces films qui ne sont quasiment plus que des collages, qui ne sont quasiment plus que de la poésie. Et donc quand je tombe sur Hélas pour moi, qui est aujourd'hui un de mes Godard préférés, voire mon Godard préféré, je trouve ça très bien, mais surtout ça continue à me hanter des années après. Je suis toujours hanté par Hélas pour moi. Hélas pour moi qui est une reprise du mythe d'Amphitryon. Après, c'est Godard qui reprend Amphitryon, hein. Le rapport avec le mythe d'origine est, par moments, on va dire, un peu lointain. Mais ce film a peut-être la deuxième plus belle introduction de l'histoire du cinéma. On parlera de la première juste après. Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumer un feu. Alors je vous montre pas le tout en intégralité parce que c'est extrêmement long, mais j'adore cette idée. J'adore ce narrateur qui te parle de ce rituel à accomplir dans la forêt, où il faut aller à un endroit précis, dire une prière précise, et où de génération en génération on perd des informations. J'adore cette idée, et c'est quelque chose d'universel. Vos grands-parents avaient sans doute des rites que vos parents ont très mal appris et que vous savez quasiment plus faire, voire même dont vous ignorez l'existence. Moi, toute cette réflexion me met en émoi. Mais si j'adore ce film, c'est également pour cette scène-là. Vous prétendez que lorsque j'aime Simon, je lui fais de l'ombre? Et qu'il vous fait de l'ombre lorsqu'il vous aime. Lorsque je mets mes bras autour du cou de Simon. Oui. Je dis bien Simon. Oui, oui, Rachel. Est-ce que ces deux bras tendus, qui se resserrent lentement dans une étreinte, jusqu'à ce que
Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que les deux mains, s'étant rapprochées, les doigts finissent par se rejoindre. Est-ce que cet acte d'amour n'est pas... Oui, Rachel. l'acte de la prière? « 4 heures du matin. » Parce que moi, je me pose la question. Est-ce à chaque fois qu'on embrasse quelqu'un, embrasser au sens avec les bras, pas le roulage de pelle, voilà, le sens d'origine. Embrasser. Ne serions-nous pas en train de prier? Moi, c'est une réflexion, c'est une idée qui me fait frissonner. Je trouve qu'elle est magnifiquement filmée. Et tant que je parle de séquences qui m'ont profondément marqué, je ne peux pas rementionner cette séquence d'éloge de l'amour, qui va dire à flatter mon anti-américanisme primaire. Parce qu'en fait, il fait caca sur Steven Spielberg. Voilà. Il lui dit ton cinéma, c'est un peu de la merde. Bon, nous n'allons pas discuter encore des heures. Je recommence. Notre compagnie Spielberg Associates and Incorporated a acquis le droit, signé avec Madame Bayard ici présente. Bayard. Sorry, Madame Bayard ici présente. Par cet accord, que Monsieur Bayard a également signé, notre société a acquis le droit de raconter l'histoire de Madame et de Monsieur pendant les terribles années 41, 42, 43 et 44. Il a été décidé que le titre du film sera Tristan et Iseult, qui est le nom du réseau fondé par Madame et Monsieur en 1941. Le rôle de Madame, jeune résistante et déportée, sera interprété par Mademoiselle Juliette Binoche, qui vient d'obtenir un Oscar. Mademoiselle Binoche n'a pu se déplacer, mais nous a assuré qu'elle téléphonerait à Madame Bayard ce soir même. Nous avons engagé l'un des meilleurs écrivains américains d'aujourd'hui, William Styron, pour écrire le scénario. Objection, Your Honor. Objection, Votre Honneur. Vous dites écrivain américain. De quels Américains s'agit-il? L'Amérique du Sud? Je ne comprends pas. Quelqu'un des États-Unis, évidemment. Évidemment. Mais le Brésil aussi, ce sont des États-Unis. Les États-Unis du Brésil. Et ils s'appellent brésiliens. Non, je disais les États-Unis d'Amérique du Nord. Le Mexique aussi, ce sont des États-Unis d'Amérique du Nord et ils s'appellent mexicains. Le Canada aussi, et ils s'appellent canadiens. De quels États-Unis vous parlez? Je viens de le dire, les États-Unis du Nord. Et alors, le nom d'un habitant de ce que vous appelez vos États-Unis, c'est quoi? Vous voyez, vous n'avez pas de nom. Cet accord a été signé avec le représentant d'un pays dont les habitants n'ont pas de nom. Pas étonnant qu'ils ont besoin des histoires des autres. Des légendes des autres. Vous êtes comme nous. Vous cherchez l'origine, papa, maman, mon grand frère, la petite sœur, tous les cousins. Ça n'a rien d'original. Mais nous le recherchons en nous-mêmes. Hélas pour vous, comme vous n'avez pas une longue histoire, vous devez la chercher chez les autres. Au Vietnam, à Sarajevo. Ok, d'accord. Mais ça peut se faire doucement. Ok, miss. Amicalement. Ok, let him finish. Vous savez l'origine du mot ok? C'est un de vos généraux. Pendant la guerre de sécession qu'il a dit dans son rapport. 0 kill. Je termine. Doucement. Un premier chèque de 50 000 US$ a été remis comme convenu à la signature du présent accord. Ce chèque a été encaissé 2 jours après. En conclusion, et les nous ne voyons aucune raison pour reconsidérer quoi que ce soit dans le présent accord. Ils n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, dans tous les films, toutes les jeunes filles doivent se déshabiller et se rouler sur leurs amants. Steven m'a donné une cassette de son C'était film, vraiment La ça, liste votre histoire à Schindler, grand-papa pour que et à Madame toi. Bayard puisse vérifier le sérieux de nos intentions. Steven Spielberg. Madame Chandler n'a même pas été payée. Aujourd'hui, elle vit dans la misère en Argentine. Et donc l'éloge de l'amour, c'est mon excuse pour ne pas voir la liste de Schindler. Voilà, je m'épargne les 3 heures de la liste de Schindler en disant voilà, mais j'ai vu l'éloge de l'amour. Peux-tu en dire autant? Et donc là, on comprend bien qu'en fait, la démarche de Godard, c'est une démarche qui va forcément laisser sur le carreau plein de gens. C'est pas grave. On est loin d'un certain cinéma bien gentil, bien propre sur lui, qui respecte des codes et des conventions. Godard, il propose autre chose. Godard ne mange pas de ce pain-là. Et donc, quand t'as quelqu'un qui s'amuse à dire que de toute façon, les films d'auteur, il n'y a jamais rien d'intéressant parce qu'il y a une idée centrale ou je sais pas quoi,
le petit truc. On me dit souvent, tu parles que de films de divertissement et pas de films d'auteur. Et le problème, il est facilement résumé avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à dire dans un film de divertissement que dans un film d'auteur. Étonnamment. Parce qu'un film d'auteur va généralement être plutôt sur une note. Qu'est-ce que tu veux que lui puisse comprendre dans un film de Godard? Qu'est-ce que tu veux que lui puisse ressentir devant un film de Godard qui, en fait, c'est un film qui fourmille d'idées à tous les plans, à tous les niveaux, mais qui ne respecte aucune convention, aucun code. Là, le type, il peut pas prendre son manuel et dire « Ah, est-ce qu'il y a la structure en 3 actes ?» Parce qu'en fait, Godard, il s'en fout du scénario. Il peut pas prendre sa petite ligne et dire « Est-ce que c'est bien joué ?» Parce qu'en fait, Godard ne fait pas du tout un jeu qui est naturaliste. Le jeu d'acteur n'a même pas vocation à être, à un seul moment donné, réaliste ou plausible. C'est des acteurs qui récitent leur texte. Tu peux pas aimer, mais c'est volontaire. C'est pensé. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer avec le son. On a vu qu'il joue avec le mono et le stéréo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans l'extrait que j'ai montré avant d'Hélas pour moi, de l'introduction d'Hélas pour moi, il joue avec le son. Parfois, il va jouer avec la qualité de l'image, il va la dégrader, il va prendre vraiment les copies les plus dégueulasses qui soient, parce qu'il aime ce grain. Il aime que l'image soit un peu sale, comme ça il peut faire ses fondus, comme ça il peut l'utiliser au montage, comme ça il peut y avoir de la poésie qui se crée. Et lorsqu'il s'attaque à la 3D, avec Adieu au langage, il va aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait avec la 3D, comment est-ce qu'on peut l'utiliser différemment. Et quand tu regardes Adieu au langage, il fait des trucs qui n'ont jamais été faits avant avec la 3D et qui ne seront sans doute jamais refaits. À un moment donné, dans Adieu au langage, il diffuse un chant contre chant en même temps. Le chant contre chant, c'est un peu la base de la grammaire cinématographique. C'est dès qu'on fait un dialogue en général, quand on veut pas trop se casser le cul, on fait un chant contre chant. On filme un personnage, puis on filme l'autre qui répond. Et là, Godard décide, bon ben non, je mets les deux en même temps. Et en plus, vu que tu as des lunettes 3D, je peux diffuser un personnage dans l'œil droit et l'autre personnage dans l'œil gauche, et c'est à toi de cligner des yeux pour voir ce que tu veux voir. Bon, ben voilà. Ben ça n'a jamais été refait depuis, et je trouve que c'est une idée formidable. Voilà, vous le savez. Et surtout, comme j'ai dit, Godard va s'approprier les images des autres pour faire son propre truc. Et c'est limite pour ça que je pense que son œuvre ultime, peut-être sa meilleure œuvre, son œuvre en tout cas la plus marquante, c'est le livre d'images. C'est son dernier film, où là, il y a plus aucune image à lui. L'histoire qu'il semble raconter, elle est même pas à lui, elle est empruntée à un roman qui est pas dégueu en plus. Je l'ai lu. Hein, voilà. Quand je dis que Godard fait lire, c'est vrai. On est, je pense, lorsqu'on regarde le livre d'images, face à l'expression la plus pure de l'art de Godard. Il n'y a plus que cette poésie. La guerre est donc divine en elle-même. La guerre est donc divine en elle-même. Parce que c'est une loi du monde. Qui pourrait douter que la mort trouvée dans les combats n'ait de grands privilèges? Et qui pourrait croire que les victimes de cet épouvantable jugement aient versé leur sang en vain? Alors le film est sur Arte, il me semble, le livre d'images, mais je vous conseille pas d'aller le voir tout de suite. Pour une fois, je vous dis, bon, allez voir d'autres de ses films avant. Encore une fois, commencez vraiment par sa période Nouvelle Vague, parce que c'est la période la plus accessible. Regardez Pierrot le Fou, regardez À bout de souffle. Une femme est une femme mariée, vivre sa vie. Et après, regardez peut-être certains de ses courts-métrages qui sont sous forme de collage, qui sont plus courts, peut-être plus appréciables, plus recentrés. Je pense à Je vous salue Sarajevo, ou bien à De l'origine du 21e siècle, qui est un excellent film, peut-être un des meilleurs trucs qu'il ait fait aussi. Je vous mets le lien dans la description aussi. C'est un film où on te symbolise l'origine avec un pénis qui rentre dans maman. Mais pénis esthétisé, tu reconnais rien. Vous parlez tout le temps de guerre. Il ne pouvait pas être question de guerre. Ces gens étaient des hors-la-loi. On ne fait pas la guerre à des hors-la-loi. On les extermine. Des hors-la-loi, mon garçon, c'était une grande époque. Oh, c'était du beau travail. Une merveille d'organisation et d'audace dans l'exécution. Il faut bien que tu comprennes que les hommes, pris en masse, jouent toujours le jeu de quelqu'un d'autre. Et si jamais vous êtes touché par ça, vous pouvez essayer de voir peut-être ces longs métrages, donc j'ai parlé d'Hélas pour moi, d'Éloge de l'amour. Mais moi, il y a un autre film que j'aime beaucoup qui contient peut-être pour moi les 10 plus belles minutes du cinéma, c'est l'ouverture de Notre musique. Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s'exterminèrent. Alors le reste du film est également très bon, c'est pas ça la question, c'est juste que ces 10 premières minutes de collage, de montage avec cette voix off, je les trouve magnifiques, je les trouve juste absolument parfaites. Et si jamais ce petit extrait vous a donné envie de voir le film dans son intégralité, faut savoir qu'on va le diffuser au Club de l'Étoile, à Paris, le dernier week-end d'octobre. Il fait partie des films que j'ai sélectionnés à la main pour vous. Et si vous n'avez jamais vu de Godard avant, ça risque d'être une expérience particulière.
J'attends vos retours. Et moi, si je dois mon déclic, on va dire cinéphile, à Kubrick et à Orange Mécanique que j'ai vu lorsque j'étais au lycée, je dois quasiment tout le reste à Godard. Disons que Kubrick, il a allumé un peu l'étincelle qui m'a poussé à fouiller, à regarder un peu autour, de me dire « Ah putain, le cinéma, ça peut être autre chose qu'un divertissement, pam pam boum boum. Hein, c'est autre chose que Armageddon. » Et cette petite mèche a été allumée, et ben elle s'est transformée en putain de brasier. C'est maintenant un incendie éternel qui s'étend. Il a fait de moi un monstre.